messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Ouverture de la campagne électorale sur fond de violence aux parcelles assainies. Des jeunes de la coalition Diomaye Président et des gardes de corps d'Amadou Ba se sont affrontés. Le bilan fait état de quelques blessés et des dégâts matériels. Le candidat Idrissa Seck, lui, a démarré sa campagne ce dimanche avec les acteurs de la pêche. Le leader de la coalition IDI 2024 invite les Sénégalais à une campagne apaisée pour le choix d'un nouveau président. Plus que quelques heures pour le mois de Ramadan, la cherté des produits de base inquiète. C'est le cas à Kaffrine, où des ménagères ont du mal à trouver du poisson de qualité avec la chaleur qui sévit en ce moment dans la région. Et puis notre enquête du dimanche sur les conditions de vie des retraités du Sénégal. La plupart d'entre eux vivent un véritable calvaire. C'est à suivre en fin d'édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La campagne électorale qui s'est ouverte dans la violence. Les jeunes de la coalition Diomaye Président et les gardes du corps d'Amadou Ba se sont affrontés aux parcelles assainies en ce premier jour de campagne électorale. Comme vous le voyez sur ces images, des échanges de jets de pierre entre les deux camps, des blessés, également des dégâts matériels. Donc une affaire à suivre. À la déclaration du directeur de campagne de Diomaye Président, enregistrée hier à la RTS, ne sera pas diffusée selon le président du CNRA. La loi n'autorise personne d'autre que le candidat à la présidentielle à user de son temps d'antenne. Le CNRA dit se baser sur la loi électorale L30 qui stipule que seul le candidat a droit à la parole. Écoutons Babacar Diagne au micro d'Alioune Diagne. Monsieur le ministre Moustapha Mamba Guirassy qui a enregistré à la place du candidat Bassirou Diomaye Faye. Comme je dis souvent et je l'ai souvent répété, nous sommes régulateurs, nous ne sommes pas législateurs. Donc nous nous fondons uniquement sur nos textes, simplement, les textes de la République, les textes qui sont votés par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible qu'un candidat autre que celui qui est régulièrement inscrit sur la liste validée et envoyée chez nous par le Conseil constitutionnel, il n'est pas donc possible que notre candidat parle à sa place. Ce qu'on dit souvent, la campagne présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. C'est ça qui a été traduit par le législateur. En réalité, il n'est pas possible de donner son temps d'antenne à un autre, ni qu'un autre parle dans son temps d'antenne. Donc, il n'est pas possible, selon les textes, d'autoriser Moustapha Mamba Guirassy à parler à la place de Bassirou Diomaye Faye. Vous voyez, nous nous fondons uniquement sur nos textes. D'ailleurs, je dis au passage, je rappelle à ceux qui disent que, oui, au nom de LO 130, l'égalité entre candidats, le CNRA doit aller trouver en prison Bassirou Diomaye Faye pour l'enregistrer, que ce n'est pas prévu par les textes également. C'est un cas inédit pour nous. C'est un cas qui n'est pas prévu par nos textes, malheureusement. C'est ça le problème. Encore une fois, nous avons comme boussole la liste des 19 candidats autorisés par le Conseil constitutionnel, strictement. Et nous travaillons sereinement, nous travaillons très sereinement à l'application de nos textes, simplement. Idrissa Seck, lui, a démarré sa campagne ce dimanche par une rencontre avec les acteurs de la pêche au quai de pêche de Ouakam. Le candidat de la coalition IDI 2024 a profité de cette sortie pour se prononcer sur les raisons de son long silence. Il se justifie, selon lui, par sa foi en l'état de droit. Idrissa Seck s'est réjoui du dénouement de la crise et invite les Sénégalais à une campagne apaisée pour élire un nouveau président de la République. Il a profité de la rencontre pour signer une charte avec la coalition nationale pour une pêche durable. Alors, je vous propose de l'écouter, des propos recueillis il en parle dans cet élément signé Alassane Ba et Diafara Ba. Le candidat de la coalition IDI 2024 a choisi de consacrer sa première sortie après le démarrage de la campagne aux acteurs de la coalition nationale pour une pêche durable.
Une première sortie publique après moult interrogations sur son silence au moment où le pays traversait une situation très inquiétante. Idrissa Seck se réjouit du dénouement pacifique de cette crise. Beaucoup se sont étonnés de mon silence face aux événements. Mais lorsqu'on a foi en l'état de droit, il faut laisser l'exécutif décider et peut-être se tromper. Il faut laisser le législatif légiférer et peut-être se tromper. Et se soumettre en dernier ressort à la décision du juge constitutionnel insusceptible de recours. Je prie pour que le processus enfin repris puisse aboutir dans les mêmes conditions de sérénité et de tranquillité pour que dans la paix, les Sénégalais choisissent le futur président de la République du Sénégal. D'après le candidat à l'élection du 24 mars prochain, l'exercice de la charge présidentielle nécessite une vision claire et des engagements fermes. Et c'est ce qui explique le pacte que la coalition IDI 2024 a proposé au peuple sénégalais. Ce pacte tourne autour de 5 piliers. Le paix d'abord, qui signifie la paix, la sécurité, la tranquillité, la cohésion nationale, l'entente entre les filles et les fils du Sénégal, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre diversité. Nous entendons également diriger le Sénégal avec l'autorité nécessaire pour assainir ce qui doit l'être, aussi bien dans la conduite des affaires de l'État que dans l'espace public que tous les citoyens partagent. Idrissa Seck, qui a écouté ces acteurs de la pêche, s'est engagé à mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans la charte pour une paix durable. Aujourd'hui que j'entame la campagne électorale, je suis venu dire à ce secteur de la pêche toute l'importance que je lui accorde en signant, après examen minutieux par mes experts, cette charte proposée par la coalition des acteurs de la pêche. C'est parti donc pour 12 jours de campagne pour le candidat de la coalition IDI 2024. Après la conférence de presse, il a fait un tour au quai de pêche, histoire de sympathiser avec les pêcheurs et les vendeuses de poissons. Après le démarrage de la campagne électorale, les pêcheurs de Saint-Louis attendent encore. Ils veulent que les candidats se montrent dans ces différents quartiers des pêcheurs qui sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment le problème de l'embouchure, source de plusieurs maux. Les explications dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. Ces pêcheurs de la langue de Barbarie attendent toujours l'arrivée des représentants des coalitions pour bien étudier le programme. Ils attendent aussi les 19 candidats pour les expliquer les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans le secteur de la pêche, notamment le problème de la brèche. Nous n'avons pas encore vu les candidats. Peut-être ils sont en train de peaufiner des stratégies sur le terrain avant de venir dans la langue de Barbarie. Mais il faut qu'ils sachent que nous voulons qu'ils règlent le problème de l'embouchure. C'est notre seul problème actuellement. Il faut que le futur président prenne en compte tous ces problèmes. Pour ces pêcheurs, le candidat qui sera élu dans les semaines à venir doit surtout faire de l'embouchure et des bateaux étrangers qui pillent nos ressources, ses priorités. Doudou Sarr est un jeune pêcheur de Santhiaba. Ce que nous voulons, c'est un président qui règle dans l'urgence nos problèmes. Le problème des pêcheurs de Guet-Ndar et de la langue de Barbarie et l'embouchure. Les bateaux étrangers aussi pillent nos ressources. Les jeunes n'ont que la pêche pour survivre et ils ne peuvent plus assurer les dépenses quotidiennes. C'est pourquoi ils tentent l'immigration clandestine. Selon ces populations de la langue de Barbarie, les candidats doivent expliquer aux populations des quartiers de Guet-Ndar, Santhiaba et Gokhambak leur programme pour tenter de freiner l'immigration clandestine. Un phénomène qui a presque décimé tous les quartiers des pêcheurs de Saint-Louis. Moi-même, je veux partir. Nos eaux n'ont plus de poissons. La vie est difficile et il faut attendre 5 jours pour aller en mer. Pire encore, le poisson ne coûte plus rien. Nous les vendons à des prix très bas et parfois même pour payer le prix de l'essence. C'est tout un problème. Actuellement, les coalitions n'ont pas encore programmé de faire le tour chez les pêcheurs de Saint-Louis et pourtant, ces quartiers représentent presque la moitié de l'électorat de la commune.
Éviction de Doudouka du gouvernement, sa base politique à Ziguinchor lui demande de démissionner immédiatement de l'Alliance pour la République, mais lui suggère de rester aux côtés du candidat Amadouba pour l'accompagner à conquérir le pouvoir. Déclaration tenue hier dans son fief en présence de toutes les sections du mouvement Dog pour le Grand Sénégal, son instrument politique. Je vous propose d'écouter les explications de Taïbou Diédou, le porte-parole du jour, interrogé par Lamine Ba. Tous étaient sidérés, tous étaient mécontents, ça il faut le dire vis-à-vis de notre président Macky Sall, compte tenu de tout le travail que Doudouka a abattu. Lors du parrainage, nous avons déposé plus de 200 000 parrains au niveau de notre candidat Amadouba. Pour toutes ces raisons, la coordination départementale de la coalition Dogou pour le Grand Sénégal, nous demandons à M. le ministre Doudouka de démissionner au niveau de l'APR. Nous le réclamons fortement et je pense que c'est une obligation que nous lui demandons de démissionner de l'APR, de prendre sous sa propre bannière la coalition Dogou pour le Grand Sénégal et de soutenir le candidat Amadouba. Nous allons avec notre propre bannière pour en tout cas élire au premier tour le candidat Amadouba. Et nous le démontrerons en tout cas le 24 mars. Nous allons le démontrer, Inch'Allah, ici à Ziguinchor, voire dans la région. Parlons de toute autre chose à présent avec l'ouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Maguette Sen donne la date du 16 mars prochain. Le directeur du COUD rassure en même temps et annonce que toutes les dispositions sont prises, surtout dans toute sécurité. Il appelle aussi les étudiants à se faire enrôler car de nouvelles règles strictes sont établies, à savoir aucun étudiant sans carte du COUD ne va accéder au campus social. Ces propos sont tenus lors de la cérémonie de pose de première pierre du cœur de ville de Sinthiou Mbadan Serer. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Le conseil d'administration du COUD s'est réuni ce matin et a décidé d'ouvrir le campus social pour le samedi 16 mars. Je voudrais simplement lancer un appel aux étudiants pour leur dire qu'il y a un préalable. Il faut que les étudiants se fassent enrôler pour obtenir de nouvelles cartes. Parce que les nouvelles règles au niveau de ce campus social, c'est qu'une personne qui n'est pas détentrice de carte COUD ne pourra pas accéder au campus social. Donc ça, c'est une exigence. Sur 100 000 étudiants, nous avons pu enrôler 30 000. Notre objectif, c'est avant l'ouverture qu'on puisse au moins enrôler 50 000 étudiants. Donc il reste une semaine d'enrôlement. En tout cas, avant d'ouvrir, on voudrait que tous les étudiants quand même viennent se faire enrôler avant la date d'ouverture pour nous permettre d'ouvrir en petit. Il s'agit d'un ensemble d'infrastructures dont toute la zone aura besoin, in fine. Vous savez que toutes ces terres-là, c'est des terres qui vont être loties, qui sont destinées à l'habitation. Heureusement que le village, en tout cas, ils ont eu cette idée de laisser cet espace. Ça n'a été ni un champ, mais ça a été un espace commun pour tout le village. Dans cet espace, qui fait à peu près 14 hectares, on a prévu de faire d'abord le poste de santé qui va être la première pièce de ce cœur de ville. C'est un poste de santé avec logement pour un coût de 54 millions de francs CFA qui a été entièrement financé par la Askandao Society. Plus tard, on fera la maternité. Donc ça va être un poste de santé complet, comme celui de Gagnabougou. Donc le financement pour ce poste de santé donc, est acquis. Ça veut dire que dans un délai de 3 mois, on devrait pouvoir avoir le poste, le logement et le mur de clôture. La maternité suivra après. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que j'ai dit tantôt que ça va être le cœur de ville de Sinthiou Mbadan Serer. Il est prévu, au-delà du poste de santé, de faire un stade, de faire un collège d'enseignement moyen, de faire une école maternelle, de faire également un centre socio-collectif pour la jeunesse. Parlons santé à présent. Le Centre national hospitalier d'Al Diam de Guédiawaye veut augmenter la prise en charge des malades rénaux par la pose du cathéter péritonéal. C'est dans ce sens qu'il a organisé une session de renforcement de capacité axée sur la dialyse péritonéale. La formation est destinée aux néphrologues et à leurs équipes selon Moussa Samdaf. Je vous propose de l'écouter, donc le directeur de l'hôpital d'Al Diam interrogé par Abdoulaye Patéane.
ici à Dalal Jamm, nous lançons donc la dialyse péritonéale qui est une alternative qui a un peu les mêmes principes. Cette dialyse-là permet aussi de prendre en charge les malades qui sont sur les listes d'attente. Et c'est une technique également beaucoup plus soft qui ne gêne pas trop le malade, qui lui permet également de continuer son travail. Et c'est une technique également qui pourrait être adaptée à la vie privée du malade. Le service de néphrologie de Dalal Jamm a commencé les hospitalisations proprement dites en 2023. Et comme je l'ai dit, il y a eu presque 1068 séances de dialyse, de jour comme de nuit. Et également des dialyses d'urgence. Parce que souvent, on a des malades qui ont besoin d'être dialysés en urgence, mais qui ne trouvent pas véritablement de réceptacle pour la prise en charge. Ici à Dalal Jamm, on a mis en place un dispositif qui permet de prendre en charge les malades qui doivent être dialysés en urgence. La tenue du premier congrès de la FGTSB a été l'occasion pour le secrétaire général Moussa Sissoko de solder ses comptes avec ceux qu'il qualifie d'usurpateurs et qui essaient de s'approprier leur centrale syndicale. Face à la presse, il a invité les autorités étatiques à ne pas tomber dans le piège et si l'on se fie à ses dires, lui et ses camarades détiennent toutes les preuves de leur légitimité. En hommage a été rendu également au défunt secrétaire général Sidi Ndiaye. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Récemment, un de vos confrères, prendre la place de quelqu'un, c'est facile. Mais le remplacer, c'est difficile. En tout cas, j'ai pris la place de Sidia, mais j'espère que mes camarades vont m'aider à accomplir sa mission. Sa mission qu'il n'a pas pu quand même accomplir sur terre, mais nous allons continuer à perpétuer son œuvre et justement préserver son legs. Le syndicalisme n'est pas un royaume. On n'intronise pas quelqu'un. Le syndicalisme n'est pas une propriété familiale. Le syndicalisme est une association. Les syndicats ne sont rien d'autre que des associations. Et c'est les travailleurs qui élisent leur secrétaire général. Aujourd'hui, vous êtes là, toute la presse est là. Et vous constatez avec moi que c'est les secrétaires généraux des syndicats professionnels affiliés à la FGTS qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Cela, je n'oserais pas les trahir. Parce que ceux-là même qui sont derrière moi ont toujours été avec Sidia. Et on va continuer l'œuvre. Nous n'avons pas de compte à rendre à personne. Nous détenons la légitimité, la légalité. Nous sommes là avec nos camarades. Nous sommes plus nombreux. Nous avons le siège de notre syndicat. Nous avons le cachet. Nous avons l'administration. Nous avons le compte bancaire. Vous voulez qu'on discute avec qui? Puis la députée de Féké-Mati Boller-Romain des serviettes hygiéniques aux établissements scolaires du département de Linguère. La cérémonie de remise a eu lieu au centre culturel de Dara. La parlementaire estime que désormais les jeunes filles peuvent respecter le quantum horaire. Ndaï Fatou Guissé, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Diama. Les élèves là qui sont devant moi, je me dis que ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles. Et c'est elles qui sont appelées à être des mères. C'est pourquoi moi je me suis dit que c'est normal qu'on les offre des serviettes hygiéniques à l'école pour qu'on puisse vraiment leur maintenir si ça leur arrive à l'école, qu'ils ne bougent pas pour aller à la maison et rester en classe pour suivre. Et ça leur permet de gagner du temps et gagner des heures. C'est pourquoi je me suis dit que il faut qu'on offre des services hygiéniques aux jeunes filles à l'école pour qu'on les maintienne en classe pour continuer de suivre leurs cours. Le département de Linguère, ce n'est pas seulement la commune de Dara et la commune de Linguère. Donc, on doit aller vers les communes rurales. Vous savez très bien que les gens qui sont là-bas, les jeunes filles qui sont là-bas, ils en ont besoin. Parce que des fois, vous allez dans un village où il n'y a pas une boutique qui vend des serviettes hygiéniques. Donc moi, je me suis dit que pourquoi pas aller vers ces communes, ces SEM et ces lycées pour les offrir aux jeunes filles qui sont là-bas. Parlons de la pratique du gaming ou e-sport au Sénégal à travers un jeu concours. Donc c'est la trouvaille des pratiquants de ces activités numériques pour sensibiliser
les jeunes filles et les femmes donc sur l'importance de leur participation active dans cette industrie en plein essor. C'est dans ce cadre, donc dans le cadre de la célébration de la journée mondiale dédiée à la femme, donc que l'événement s'est produit en jeu exclusivement féminin, donc nommé Debo Sport, Debo comme femme en poulard. L'objectif est de promouvoir le talent féminin et de lutter contre les stéréotypes de genre. Écoutons à ce propos Mary Bey et Ndongodi du groupe Daradi, interrogés par Pape Sangonembaye. Boy Sport, c'est un tournoi de gaming qui est exclusivement féminin, donc un tournoi qui regroupe que des jeunes femmes qui sont là pour combattre fraternellement, on va dire, mais aussi pour se montrer, pour montrer qu'elles existent dans le gaming. Parce que à la base, le gaming, il est considéré comme étant majoritairement masculin. Donc nous, on a tenu, surtout qu'on est au mois de mars et qu'on est en train de fêter la journée internationale de la femme, on a tenu à faire ce tournoi appelé Debo comme femme en Peul, histoire vraiment de montrer qu'il y a autant de femmes que d'hommes. C'est juste que peut-être on ne leur a pas donné une plage ou on ne leur a pas ouvert la voie afin de montrer qui elles sont et aussi de montrer leur niveau. Donc ce tournoi intervient justement dans ce sens-là. Chaque mois de mars, on entreprend de faire des marches ou bien des actions, des panels, histoire de parler et de sensibiliser. Mais je pense qu'il faut qu'on continue de sensibiliser. Et là, je vois qu'avec les autres femmes, elles ont compris que maintenant, il faut passer à l'action directement parce que c'est par l'action qu'on apprend le plus rapidement. Je trouve que c'est original déjà de créer un événement comme ça parce qu'en général, quand c'est la fête des droits de la femme, les gens font toujours un peu la même chose. On est dans un contexte où, effectivement, la société doit être consciente de la valeur de la femme. C'est pas... Pour moi, la femme, aujourd'hui, ça va au-delà de fêter même cette journée-là. Puis en mode de football, avec la 16e journée de la Ligue 1, avec le derby de la banlieue qui tourne à l'avantage de Guédiawaye Football Club, les Craps se sont imposés 2-0 face à l'AS Pikine. Le ramadan, c'est dans quelques heures. Nous sommes allés faire un tour au marché, plus précisément à Kaffrine, au marché central de Kaffrine. Les clientes sont dans le désarroi à cause de la hausse des produits de base. Elles ont du mal à trouver du poisson de bonne qualité avec la forte chaleur qui sévit en ce moment dans la région. Vendeurs et clients déplorent tous cette situation dans ce reportage signé Ndeye Awobey et Mamgor Wilan. Au marché central de Kaffrine, tout le monde se plaint de la cherté des denrées de première nécessité à quelques jours du Ramadan. Tout autour, c'est le marchandage. Le prix du sac de riz coûte actuellement 24 000 le litre d'huile à 1100 francs CFA. Maguette est vendeur. Le sac de riz parfumé est à 24 550 francs CFA le kilogramme et le sac de riz non parfumé à 20 500 francs. Le kilogramme est à 325. Le litre d'huile est de 900 à 1100 francs. Le sucre aussi est trop cher. Actuellement, tous les produits ont connu une hausse avec le transport et tout ça, c'est très dur. Les vendeuses de poissons, elles, reviennent sur les mots dont souffre leur activité. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. Là, nous sommes obligés de nous contenter des produits qui viennent de Dakar ou de Kaolack, comme le poisson par exemple, car la région de Kaffrine ne dispose d'aucune ouverture maritime. Et ce qui est déplorable, c'est que nous vendons à perte. Cette flambée des prix de ces produits suscite des inquiétudes chez les consommateurs qui ne savent plus quoi faire. Je déplore cette situation car ma dépense quotidienne n'arrive même plus à couvrir mes dépenses avec la cherté du riz et de l'huile. Ces femmes dénoncent aussi la mauvaise qualité et la rareté du poisson dans Ndoukoumane. Avec la chaleur qui sévit dans la région, le poisson change de couleur et donne d'énormes maladies. Nous demandons de l'aide, on n'a pas de poisson de bonne qualité.
En plus de cela, ils sont trop chers. Il n'y a que le poisson appelé yaboy et ça coûte 300 francs l'unité. Le prix du kilogramme de la viande de vache est passé de 3200 à 3500 francs CFA. Baba Diko et Elhaji Bassirou Thioune sont des bouchers établis non loin de l'entrée secondaire du marché central. Le kilogramme de viande de vache coûte 3500 francs CFA. Même si on le vend à ce prix jugé cher, nous enregistrons des pertes. On est obligé de peser la vache pour voir le poids avant de le multiplier. Chaque année, à l'approche du Ramadan, les prix des produits de forte consommation ne cessent de grimper sur le marché. Les populations de Kaffrine invitent donc directement les autorités étatiques à faire des efforts avant l'arrivée du Ramadan pour stabiliser les prix des denrées de base. Nous interpellons directement le président Macky Sall qu'il baisse le prix du sac de riz à 15 000 francs CFA, de même que les autres produits avant le Ramadan. Nous avons tenté de joindre le service régional du commerce de Kaffrine, mais nos tentatives sont restées vaines. Notre enquête du dimanche sur les conditions de vie des retraités, on en parle donc dans ce journal. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à jouir d'une retraite paisible à cause des difficultés qu'ils rencontrent. Ils disent ne pas être considérés dans certains services de l'État. Les détails dans ce reportage signé par Farani avec des images de Tierno Laurent Mendy. Il capitalise 60 ans de vie professionnelle au service de la nation. 6 décennies de travail pour subvenir aux besoins de la famille et participer au développement économique du pays. Ces braves hommes sont aujourd'hui laissés à eux-mêmes avec des pensions de retraite bien souvent dérisoires selon eux. Pensions faibles qui peuvent graviter autour de 20 000 francs ou moins de 20 000 même, pour surtout les veuves et les veufs. Et puis ensuite, pour qu'on atteigne un certain niveau de pension, 100 000 par exemple, c'est pas demain la veille, c'est pas vraiment reluisant sur ce point-là. Même si des efforts ont été faits pour revaloriser leur pension, beaucoup de retraités vivent dans des conditions précaires. Il nous arrive de demander des nouvelles d'un des nôtres. Mais on nous répond souvent qu'il a fait un AVC, que l'électricité est coupée chez lui, ou même l'eau, pour une facture de 750 ou 2000 francs. C'est la misère, c'est très dur. Saluons quand même les efforts fournis par l'EPRES, mais actuellement, je vous donne un simple cas au niveau des collectivités territoriales. Il y a certains de nos retraités qui sont partis à la retraite, ça fait 1 an et ils n'ont reçu aucun sou. Des pères de famille, certains sont de locataires. Les retraités subissent des difficultés que vraiment les institutions, l'IPRES, doit quand même revoir le problème des retraités. Même pour la valorisation, ils doivent revoir ça. Parce que les pensions qui vont 30 000, le SMIC, 30 000, 35 000, vraiment, nous demandons à l'IPRES d'améliorer ça pour la pension minimale. Encore pour les augmentations passées. Jusqu'à présent, il y a des retraités qui n'ont pas reçu le rappel des pensions. Pour se soigner, c'est le parcours du combattant pour ces retraités, souvent confrontés à des dépenses de santé très élevées, des ordonnances coûteuses. Quand vous tombez malade, où est-ce que vous pouvez aller vous faire soigner? Votre nom ne figure nulle part dans les structures sanitaires. Le plan Sésame existe, d'accord, mais les rendez-vous sont tellement longs que beaucoup de retraités ont trépassé avant d'en bénéficier. Quand tu viens, on te donne un rendez-vous. Et ça, c'est bon. Et même aussi, si tu as une ordonnance, bon, c'est toi, parfois, tu es obligé d'acheter les ordonnances. Ou bien, par exemple, la prise en charge, il y a des problèmes. Heureusement aussi, l'IPRES est en train vraiment de corriger. Parce que certains quittaient les régions pour venir à Dakar pour se faire soigner. Certains, même au niveau de la banlieue, ont passé la nuit à Dakar. Mais heureusement que maintenant, on commence vraiment à corriger, puisque à Pikine, il y a un hôpital.
aucune faveur pour ces personnes dans les établissements visités pour des services. Elle déplore par ailleurs l'exploitation de certains agents dans les entreprises avec des contrats de prestataires. Il y a des situations précaires dans certaines entreprises, des employés qui passent 15, 20, voire 30 ans sans cotisation. Et c'est vérifié. L'entreprise ne verse rien aux institutions de prévoyance. Et l'employé n'ose pas dénoncer son employeur par crainte d'être renvoyé. Le minimum de pension, les retraités sont chargés de soutenir la famille, ça c'est un problème. Et les retraités aussi, pour les factures d'électricité, c'est les retraités. L'eau, c'est les retraités. Il y a beaucoup de choses, c'est les retraités. Donc vraiment, bien qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais nous demandons à l'État, nous demandons encore à l'institution IPRES, quand même de revoir les pensions. Si vous allez à la banque pour demander un prêt, même vos papiers là des choses là, ce que vous avez comme élément de votre patrimoine foncier, on ne considère pas. On vous dit, quelque part derrière la tête, on dit, mais ces vieux-là, ils risquent dans un an, dans quelques mois, de partir. Les retraités exhortent les autorités à plus de considération. D'ailleurs, ils disent même être encore en mesure de valoriser leur expérience, servir dans certaines institutions. Exemple, au Conseil des collectivités territoriales. Mais les aînés ont leur place là-bas. Au niveau de la caisse de sécurité sociale, les aînés ont leur place là-bas. Nous avons aussi constaté que, même pour payer nos factures, je veux dire que l'État ou ceux qui prétendent diriger le pays se basent sur notre document phare, c'est la stratégie nationale pour un vieillissement en bonne santé. Dans ça, on a tout le paquet qu'il faut prévoir pour des services à rendre à ceux-là qui ont beaucoup donné à la nation et qui continuent de le faire aujourd'hui. À cause des sommes dérisoires qu'ils perçoivent, certains retraités ont même peur de raccrocher. Beaucoup d'entre eux ont encore à leur charge les dépenses familiales. Bon nombre quittent ce bas monde, accablés par les difficultés insupportables que leur inflige leur situation sociale respective. Faraning, merci. C'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.